Corps corps à corps. Alors si on reprend un peu le récit, Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter, a vu sa plateforme interdite au Brésil le 30 août 2024 par décision, je vous rappelle, du juge Moraes, on avait parlé ici. Bon, alors officiellement parce que, je cite le juge, il a tenté d'échapper à l'ordre juridique et au pouvoir judiciaire brésilien pour instaurer un climat de totale impunité et d'anarchie sur les réseaux sociaux brésiliens. Voilà, ça c'est la version du juge Moraes et du Brésil. Le patron de Telegram, lui, c'est de son côté, et évidemment ça aussi on l'a bien suivi, retrouvé arrêté le 24 août. Vous voyez tout ça, c'est des proches à l'aéroport du Bourget en France, puis mis en examen pour refus, là je cite encore, l'accusation de communiquer sur demande des autorités habilitées les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi. Donc en gros, pour résumer, deux plateformes numériques contre les gouvernements et à chaque fois en jeu la question de la défense de la liberté d'expression sur leur réseau. Elon Musk, comme le patron de Telegram l'annonce clairement sur leur site. D'ailleurs, je peux citer même le tweet d'Elon Musk qui répond à la décision brésilienne. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de détruire à cause de motivations politiques cette liberté d'expression. Même combat donc, officiellement en tout cas, pour la liberté d'expression, sauf que selon les infos du Monde, qui confirment celle de Libération, c'est dire, tandis que le cofondateur de Telegram était en train de répondre aux questions de l'Office national antifraude, Telegram aurait, depuis les Émirats arabes unis, Telegram, la plateforme, l'entreprise, répondu à plusieurs demandes d'informations formulées par l'Office des mineurs dans le cadre de ses enquêtes sur les faits de pédocriminalité. Alors, il s'agit d'une première fois pour ce service enquêteur qui a l'habitude d'avoir une fin de non-recevoir de la part de Telegram, sauf quand ils ont des demandes qui ont trait au terrorisme. Ainsi, la France aurait réussi par ses pressions, même physiques, là, à faire céder sur certains points Pavel Durov. On l'a vu aussi, le Brésil a réussi à éliminer officiellement la surface de son territoire, je veux dire, la plateforme X. Et puis, je vous rappelle un autre élément. Tout ça, c'était très proche, parce que là, on est sur le 24 août, le 30 août. Eh bien, le 27 août, on avait les aveux de Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, Facebook, donc c'était une lettre très officielle envoyée à la Chambre des représentants américaine, où il reconnaît avoir cédé à la pression du gouvernement Biden pour, minimiser l'affaire Hunter Biden et supprimer les remises en cause de la gestion Covid, je vous le fais en cours. Donc en gros, à chaque fois, on a cette histoire de bras de fer ou de main dans la main, ça dépend si ils s'opposent ou pas, entre les géants du web et les États-nations, voire les États profonds, donc des enjeux absolument colossaux que je voulais aborder avec mes deux invités aujourd'hui, que je suis très heureuse d'accueillir. Bonjour David Libeskin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, médiateur judiciaire auprès des cours d'appel de Paris et de Versailles. Et nous sommes également avec Momoti. Bonjour Momoti. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et on est très heureux de vous avoir également. Vous êtes ingénieure en électronique et fondatrice de la chaîne YouTube d'analyse sur l'intelligence artificielle, la tech et les médias, chaîne qui porte votre nom, Momoti, ou surnom plutôt. Alors, Oui, merci en tout cas à tous les deux d'être là. Alors peut-être pour reprendre un peu l'histoire et ce bras de fer, Momoti, si vous voulez analyser justement cette nouvelle guerre finalement entre les géants du web, les États-nations et comme je disais même peut-être les États profonds, parce que il y aurait eu des pressions même du FBI et tout ça sur la plateforme, l'ancienne plateforme Twitter. Je rappelle les Twitter Files. Enfin, voilà, on peut continuer de. Oui, c'est ça, exactement. On voit qu'il y a une progression, en fait. Pendant les quelques dernières années, les réseaux sociaux collaborent avec les gouvernements pour censurer les contenus. On l'a vu pendant les Twitter Files, tout ce qui était sujet du Covid et un nombre d'autres sujets. Comme vous l'avez très bien expliqué, Mark Zuckerberg vient d'avouer voilà, qu'il a subi des pressions de l'administration ou des agences gouvernementales. Et on est en train de voir une sorte de résistance maintenant de ces grands réseaux pour refuser en fait de faire ce que les demandes de censure des gouvernements divers. Et on a eu la même chose avec les Twitter Files, avec Elon Musk il y a quelques années aussi. Oui. Oui, alors résistante, ça dépend, parce que par exemple, Mark Zuckerberg n'a pas résisté. Mais il avoue après coup avoir cédé aux pressions. Alors il dit je regrette et je ne le ferai plus jamais, mais bon, jusqu'à Oui. quand? Oui.
C'est ça. Mais disons qu'on fait un pas déjà en avant, le fait de reconnaître qu'il y Mm. a, voilà, qu'il y a cette censure. Enfin, je sais pas vous, mais il y a 5-10 ans, on plaignait les gens qui habitaient dans des pays autoritaires parce qu'il y Mm. avait de la censure. On disait, oh, les pauvres, comment ils doivent faire? Et ils subissent cette propagande. Et on dirait qu'en quelques années, tout le monde a accepté maintenant l'idée de bloquer des contenus parce que ce serait haineux, que ce serait dangereux. Mais ma question alors, c'est qu'est-ce qu'un contenu exactement dangereux? Bien Qu'est-ce qui sûr. devrait être bloqué et qui décide? Mais bien sûr. Voilà, c'est une des grandes questions qu'on va continuer d'aborder, David Libeskine, sur d'abord pour le tableau général de ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec cette analyse que finalement aujourd'hui on a ces géants du web, les États-nations, puis même après on pourra aller un peu plus loin et parler des États profonds. Bah, tout à fait, hein. Puis il faut rajouter à la liste Mm. TikTok que je crois les États-Unis voulaient interdire un petit peu pareil en Europe. Donc c'est inquiétant. Faut réussir en fait à concilier la liberté d'expression, la liberté de communiquer, également la liberté de la presse, hein, parce que ces plateformes hébergent des médias avec en fait l'atteinte aux droits fondamentaux des mineurs notamment, la pédocriminalité, etc. Mm. Donc Là, pour le cas, donc pardon, c'est un peu compliqué. pour le cas Telegram, par exemple, Pavel Durov, est-ce que vous comprenez qu'il ait finalement accepté de négocier d'une certaine façon et de donner quelques éléments? Et on peut se dire que, bah, oui, il y a l'intérêt général qui prime, celui de la lutte contre le terrorisme, celui de la lutte contre la pédocriminalité. Oui, mais d'accord, mais bon, la difficulté, c'est de savoir, en fait, à partir du moment où les États, où la justice a la main mise, en fait, sur ces réseaux, c'est le cas du PDG de Telegram est assez symptomatique. Je crois qu'il a surpris tout le monde. On l'arrête donc à Roissy, on le met en garde à vue plus de 4 jours, on lui reproche 12 infractions, notamment des infractions odieuses et très graves, complicité de pédocriminalité, d'escroquerie, etc., de trafic de stupes. Et comme ça, on le met en garde à vue 4 jours. Alors que déjà, bon, c'est le PDG, c'est la société Telegram qui est mise en cause, normalement, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, Oui. et non pas le président. C'est un premier point. Et un deuxième point, après... on lui astreint un contrôle judiciaire très lourd, et puis après on apprend via Madame la procureure de Paris qu'en fin de compte qu'il avait été arrêté non pas pour une complicité supposée à des actes de pédocriminalité, mais en fin de compte parce qu'il refusait de coopérer et donner l'accès à certains comptes de son réseau Telegram. Donc il y a une instrumentalisation de la justice par l'État, parce que ça personne n'a dit dans le média, mais en fait qui a décidé de l'arrestation de M. Durov à Roissy, c'est le parquet. Et le parquet, on le sait en France, la Cour européenne des droits de l'homme l'avait souligné en novembre 2020, n'est pas indépendant. Donc le parquet, il dépend du ministre de la Justice, qui lui dépend du gouvernement et de Emmanuel Macron. Donc cette forme de pression judiciaire est quand même Donc vous voulez dire inquiétante. qu'on avait des accusations qui finalement étaient détournées Tout à fait, elles ont été détournées. pour pouvoir utiliser cette pression physique des Bien 4 sûr. jours, parce que sinon évidemment, je rappelle quand même qu'en France, normalement, on n'a pas le droit de garder quelqu'un en garde à vue et 4 jours de suite. Là, c'est parce qu'en effet, les faits reprochés étaient très très graves. Bien sûr. Ce qui permet ce genre de mesures. Sauf qu'évidemment, comme vous l'avez signalé, il s'agit ici de faits quand on parle de complicité, c'est parce qu'il était tout simplement le PDG, enfin le directeur d'une plateforme qui, elle, éventuellement, approuvait, hébergeait ces faits-là, enfin ces crimes reprochés. Et pour ajouter concernant Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, ex-Facebook, je rappelle qu'il était venu voir Emmanuel Macron durant la crise des Gilets jaunes en 2019, et ce qui avait permis, en fin de compte, de mettre en place, si j'ose dire, une sorte de censure pour éviter qu'il y ait des appels à manifester, etc. etc. D'accord, donc on avait déjà vu cette censure douce de Mark Zuckerberg sur certains éléments gênants en France. Mais bon, de toute façon, on a vu qu'il avait la coopération facile de Mark Zuckerberg. Non, mais c'est vraiment très intéressant parce que on se dit en effet, alors là, bon, donc Pavel Durov aurait plutôt cédé, on est d'accord finalement. Oui, mais bon, en fait, Telegram, c'est 950 millions d'utilisateurs dans le monde. S'il ne cédait pas, de toute façon, il aurait été interdit en Europe. Parce que bon, la spécificité de la France, c'est passé par l'Union européenne qui élabore un règlement pour interdire, pour restreindre en tout cas la liberté de communication dans ces réseaux. Quoi. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un grand questionnement, Mohochi, là-dessus. C'est-à-dire que d'abord, on se dit, bon,
il y a clairement le droit national, et il est normal que les plateformes qui soient hébergées dans notre pays respectent ces droits nationaux. Après, il y a la façon, et en effet les détournements finalement d'accusations et de crimes qu'on peut faire auprès de ces plateformes pour les faire céder sur d'autres éléments, etc. Bon, on voit en tout cas qu'il y a un enjeu énorme parce que évidemment, ces plateformes sont en plus des plateformes mondiales extrêmement suivies, que ce soit X ou Telegram, qui pour le moment sont qui hébergent probablement véritablement des comptes, on va dire libres, diversifiés. C'est peut-être aussi ça qui inquiète, allons dans le cœur du sujet, qui inquiète les gouvernements, en tout cas occidentaux, aujourd'hui. Oui, enfin, si je prends le problème de manière très large, c'est vrai que Telegram a un problème. Il faut l'avouer que voilà, il y a beaucoup de canaux qui ont des sujets de discussion qui sont illégaux. On peut trouver des trafics de drogue et d'autres choses illégales, ça c'est certain. Maintenant, sur Internet, énormément de plateformes ont la même chose. Par exemple, si vous avez peut-être des gens qui utilisent des emails, si on utilise ProtonMail, par exemple, pour faire du trafic de drogue, est-ce qu'on va aller arrêter le patron de ProtonMail, par Oui, exemple? À quel moment est-ce qu'on définit la responsabilité bien sûr. de quelqu'un? Euh, Pareil, et en même temps, il y a une sorte d'hypocrisie aussi, parce qu'on peut trouver du contenu pédocriminel si vous allez sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Je lisais encore cet article-là en Belgique, que c'était les plateformes de prédilection pour les pédocriminels, pour trouver des enfants. Et en fait, il y a la Ah, on a perdu Momochi. Ah, Ah, faut-il casser l'encryption des messages bout en bout pour pouvoir vérifier si les messages sont dangereux ou pas? Et ça pose la question de notre vie privée, notre capacité à parler librement sur ces plateformes. bien sûr. Alors, oui, ça pose de vraies questions. Vous faites bien de soulever, et on avait reçu un avocat, un autre avocat, une autre fois, qui avait fait cette comparaison que je trouve assez imagée, qui nous permet de nous représenter le problème. Il avait dit, mais est-ce qu'on arrête le directeur de la Poste parce que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore par courrier papier, il faut le savoir. Est-ce qu'on l'arrête parce qu'il y a des échanges, je sais pas, des cambriolages qui sont organisés par la Poste, par exemple. Bon, non, il n'est pas arrêté. On ne se dit pas que celui qui a organisé la Poste est responsable du cambriolage X ou Y. Bon, ben, en fait, ce serait la même question finalement qui se pose ici pour ces plateformes, Momochi. Oui, bah, c'est exactement ça. Et si on leur reproche le fait de ne pas faire de modération, je voulais ajouter que c'est faux aussi. Ils font un peu de la modération, mais c'est très lent parce qu'ils n'ont pas énormément d'employés. Quand ils ont une plateforme avec des Mm. millions et des millions d'utilisateurs, ça peut aller très lentement. Mais il y a eu des canaux qui ont été, par exemple, supprimés, des canaux pro-russes. C'était début de l'année 2024, je pense. Et plusieurs canaux sont parfois marqués comme fake ou bien sont supprimés. Donc, le problème, alors, c'est quoi? Ils font de la modération, mais c'est pas assez vite. Dans ce cas, on va en prison parce qu'on n'est pas assez rapide. Quel est le critère? Et surtout, sur quelle loi est-ce qu'on se base, en fait? Oui. Euh, Ah oui, c'est ça, parce que parce- quand on a une plateforme qui est régie, qui fonctionne à l'international, alors après, encore une fois, elle est hébergée à chaque fois par chaque pays, donc on peut considérer que la loi de chaque pays s'applique, mais elle est tellement différente que une liberté d'expression d'un pays à l'autre peut évoluer, et finalement, tout est très subjectif. C'est exactement ça, et c'est là qu'il faut prendre alors le contexte de censure généralisée qui est en train d'arriver sur Internet. On ne peut pas ignorer qu'il y a un aspect politique à ça. Quand on voit que des comptes ont été supprimés, suspendus de Facebook, de Twitter pour avoir émis des critiques du gouvernement ou des critiques sur les politiques gouvernementales, notamment sur les dernières années, ces comptes-là se sont retrouvés sur Telegram parce qu'ils avaient une liberté relative de pouvoir poster des informations. Moi-même, j'étais là, Hmm. concernée. Je postais des études scientifiques, elles étaient supprimées de Twitter automatiquement, des études publiées et qui étaient quand même pas relativement, qui étaient quand même assez sérieuses. Et une grande partie de personnes se sont retrouvées sur Telegram, qui a servi de plateforme, qui leur a donné une voix et leur a permis de continuer à exister au pire moment de la censure, vers 2021-2022. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments que vous avez abordés. Je vais me tourner vers David Libeskind. D'abord, vous avez parlé de contexte de censure généralisée. Vous êtes d'accord? Alors, censure généralisée, si évidemment les contenus ne sont pas conformes à la doxa, à la pensée, disons, néolibérale, etc. Effectivement, comme le Momochi. disait, voilà, comme elle le disait en fin de compte,
dès lors que vous n'avez pas une opinion politique plus ou moins ou bien qui s'éloigne de la ligne majoritaire, entre guillemets, on vous traite de complotiste. Donc on supprime votre contenu. On l'a vu effectivement pendant le Covid, mais c'est pas seulement pendant le Covid, c'est une censure qui est un petit peu permanente. Il y a des services de police qui sont dédiés à ça. Alors, est-ce que c'est généralisé? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si on peut aller aussi loin, mais on en vient un petit peu maintenant à regretter notre bon vieux téléphone fixe Ah bah oui. et les courriers qu'on envoyait par la poste. Parce Oui. que, en fait... D'ailleurs, c'est peut-être un appel à revenir à ces méthodes-là. Voilà, D'ailleurs, l'État- la Poste, c'est encore le courrier Voilà, le ce qu'il plus faut libre, hein. savoir, c'est que l'État a accès à tout, en fin de compte. Il suffit que le procureur de la République fasse des réquisitions pour avoir accès à votre messagerie, pour avoir accès à votre compte Telegram, pour avoir accès à votre compte Facebook. Et il aura accès, il pourra en fin de compte, rebalancer des informations à qui il veut, quoi, en tout cas aux autorités exécutives. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde un des sujets. Justement, je disais, c'est la guerre des géants du web contre les États. Et peut-être même plus, puisque on l'a appris avec les Twitter Files notamment. Je rappelle que quand Elon Musk a repris Twitter, il a fait publier toute la série des dossiers qui concernaient, qui montraient la gestion de Twitter avant lui, avant son ère, on va dire. Et donc, on voyait que le FBI, notamment, était très implanté dans Twitter et dictait, en fait, avait même peut-être un bureau sur place et dictait directement les comptes qu'il fallait supprimer et ceux qu'il fallait pousser éventuellement, tout ça pendant la période Covid d'ailleurs. Donc ça nous rappelle l'affaire de Mark Zuckerberg, ce qui est assez logique, puisque les deux opéraient en même temps. Donc on voit bien ici on parlait de la guerre contre les États-nations et c'est là où j'en arrive à mon histoire d'État profond, c'est que on a même, là je me tourne vers vous Momochi, on a même finalement on va dire des opérateurs qui ont peut-être eux-mêmes d'autres intérêts directs que celui de la présidence. Alors, oui, c'est très vrai. Il y a très certainement, les réseaux sociaux servent en fait à influencer les gens, puisque voilà, chaque personne dans son fil a un algorithme qui lui montre les messages qui vont dans son intérêt. Quand vous êtes dans un contexte d'élection, par exemple, il y a tout intérêt à pouvoir peut-être favoriser un candidat par rapport à l'autre. Maintenant, vous allez me dire, ça n'arrive que dans les pays de républiques bananières qui n'ont voilà, pas de véritable démocratie, mais on peut voir qu'il peut y avoir des pressions politiques, et très certainement, il y a eu, à l'époque de Jack Dorsey, l'ancien CEO de Twitter, des pressions pour pouvoir en fait supprimer certains contenus qui pouvaient influencer des élections. Voilà, il y a l'histoire du portable de Hunter Biden, par exemple, et on a vu, comme dans les Twitter Files, progressivement, ils ont reçu des listes de messages à effacer, puis après des personnes à effacer. Et actuellement, c'est quelque chose qui s'est passé là au Brésil. Quand on a parlé du Twitter qui a été coupé au Brésil, on disait que c'était parce que Elon Musk refusait en fait de répondre à une injonction du juge, sauf que l'injonction du juge, c'était de supprimer des comptes de personnes Pro-Bolsonaro, politiques. oui. Voilà, c'est ça. Et y compris un sénateur en fonction et des journalistes. Donc on est dans un contexte d'influence, de manipulation des réseaux sociaux par des acteurs politiques qui peuvent aussi même utiliser des services, par exemple, de faire ma troll, comme on a pu voir en Ukraine, par exemple. Il y a très certainement voilà, des faux commentaires, des faux acteurs qui cherchent à influencer les réseaux sociaux. Donc soit on utilise la suppression, soit on suspend les comptes, soit on influence par rajouter du contenu pour influencer les gens. Donc c'est tout un pan des réseaux sociaux qui est très peu connu en fait du grand public. On n'a pas l'impression, on a l'impression d'être dans quelque chose de libre, mais il y a certainement des jeux politiques qui sont en cours actuellement. Mais ça c'est certain. C'est intéressant. Alors, deux choses, c'est que souvent on nous a représenté justement ces géants du web comme étant dangereux, porteurs de fake news, etc. Et puis surtout voilà de toutes les choses qu'elles puissent être bonnes ou mauvaises, et que finalement heureusement l'État était là comme régulateur. Et on a presque l'impression qu'aujourd'hui les choses s'inversent, c'est-à-dire que c'est notre État
nation, j'ai envie de dire, qui ne respectent pas les règles fondamentales de la liberté d'expression et tout. Et puis les plateformes qui viendront compenser ou qui serviront d'échappatoire à ces nouveaux États qui perdent peu à peu leur vocation démocratique. Euh, c'est intéressant de voir cet inversement finalement. Pendant très longtemps, on nous a présenté ces plateformes du net comme étant potentiellement dangereuses, il fallait savoir les contrôler, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David Libeskin. Bah, il suffit de regarder le développement des médias web, en fin de compte. Mm. Pourquoi il y a autant de médias web? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'opinions différentes que ceux des médias mainstream. Ça explique en fin de compte pourquoi, ce développement des médias web, mais pourquoi aussi beaucoup de jeunes vont sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Bon, évidemment, c'est pour s'exprimer librement, mais c'est aussi pour avoir une information alternative. Mm. Voilà. Donc, effectivement, c'est devenu une sorte d'échappatoire. Oui. D'échappatoire. Après, il faut voir comment vont se développer les réseaux sociaux, comment vont se développer surtout les médias web. Oui. Est-ce qu'un jour, ils vont peut-être rattraper les médias mainstream? C'est en route, mais ça va être quand même très, très, très long, quoi. Bah, justement, c'était toute ma question maintenant, Momochi, sur ce sujet de où en sommes-nous dans ce bras de fer, finalement? Qui va gagner la partie? Est-ce que l'Occident, puisque ça nous concerne, va réussir à faire plier ces plateformes, comme on a pu le voir, Mark Zuckerberg avoue qu'il a plié à la pression, comme on a pu voir finalement Pavel Durov accepter de négocier sur certains points. Pour le moment, Elon Musk n'est pas encore touché, mais bon, on sait qu'il a des pressions, qu'il a dit lui-même qu'il y avait certains pays où il ne se rendrait plus physiquement. Donc, qui, à votre avis, va gagner la partie? Quelles sont les armes de chacun en leurs mains? Alors, ouais, c'est une question intéressante. Je vois ça comme Internet, à la base, c'était vendu comme un espace de liberté, que vous pourriez Mhm. devenir ce que vous voulez, parler à qui vous voulez, et pourrait nous connecter à tout le monde et permettre une parole libre et rendre le monde meilleur, vous voyez. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'influence, en fait, si vous voyez un peu la manufacture du consentement, enfin, ou la manière d'influencer la population se faisait historiquement très fort par la radio, par les journaux, par la télévision. Et on a vu que cette influence est en train de perdre quelque peu de sa force, parce que voilà, des médias comme vous, Toxin, et des médias alternatifs, finalement, commencent à prendre plus d'ampleur sur Internet. Et j'ai l'impression que dans ce cas, on a essayé de reprendre un peu plus la main, de contrôler plus les réseaux sociaux, au point que maintenant les gens acceptent l'idée de oui, il faut réguler les réseaux sociaux dans une certaine mesure pour rester dans le cadre de la loi. Je comprends tout à fait. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est l'uniformisation qui est en train de se passer. On est en train de déplacer l'ensemble des personnes qui sont sur Internet vers ces plateformes de réseaux sociaux qui sont concentrées. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter. Les échanges de pensées se font là. Et si ces gens entrent dans cet entonnoir et qu'on coupe finalement leur droit à la libre expression, la libre critique des gouvernements, on a enfermé les gens dans un nouvel enclos finalement. Et pour moi, les algorithmes ont la capacité d'influencer la pensée des gens pour finalement devenir uniformes et penser tous de la même manière. Donc, pour moi, les réseaux sociaux ont une énorme capacité de liberté, mais ils risquent de se laisser enfermer s'ils sont enfermés dans les dictats des gouvernements. Donc, pour moi, ça reste encore une lutte. Oui. Donc, et leurs armes à eux, puisque justement, vous êtes ingénieur en électronique, on va parler un tout petit peu technique. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser, même pour Twitter, est-ce qu'au Brésil, aujourd'hui, on peut encore, malgré tout, se connecter sur Twitter en utilisant des techniques de détournement? Est-ce que ces plateformes, comme elles sont finalement dans le cloud, on peut échapper à une censure d'un pays si jamais les plateformes le veulent. Enfin, voilà, s'ils ne veulent pas jouer le jeu de l'État, comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'ils ont... Alors, Oui. alors, à l'époque, le juge au Brésil avait mis une amende, je pense que c'était une dizaine, 10 000 dollars si vous postiez sur Twitter de manière illégale. Vous pouvez utiliser un VPN, vous pouvez contourner
ces interdictions, mais voilà, vous risquez d'avoir des sanctions si vous êtes sous votre nom officiel, donc toute personne politique risque de tomber Mmh. là-dessus. Cela dit, je pense qu'ils ont levé certaines sanctions contre X actuellement. Mmh. Donc actuellement, vous avez toujours des contournements, mais la force des réseaux sociaux, c'est leur utilisation massive par beaucoup de monde. Vous pouvez toujours utiliser des réseaux décentralisés. Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus difficile de faire bloquer un site, mais il y a beaucoup moins d'utilisateurs dessus. Oui, Donc s'il y a un blocage, malheureusement, la oui. masse des gens, si vous Ça voulez, force touchés sa beaucoup. masse, en fait, oui. C'est ça, exactement. Et peut-être qu'il faut passer tous sur des réseaux sociaux décentralisés, mais il faut arriver à les emmener, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui... Ouais. Ouais. Donc aujourd'hui finalement, et après Maître Libeskine, je vous donne la parole aussi sur ce sujet, mais aujourd'hui Momochi, vous considérez que la partie est loin d'être gagnée pour ces plateformes finalement? Alors qu'on a pas, pardon, mais Oui, je suis désolée, est-ce que c'est moi? Mais moi jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était plutôt eux qui menaient un peu la danse. oui, je trouve qu'on a bien avancé parce que finalement, Musk a peut-être a lancé le bal, le fait de vouloir défendre la liberté d'expression, ça devient un sujet central et peut-être qu'il arrive à influencer justement Zuckerberg quand il a dénoncé les pressions Oui, gouvernementales. Mais ce qui m'inquiète, c'est par exemple, là, quand vous voyez en Angleterre, par exemple, ils ont criminalisé le fait de retweeter, de reposter des émeutes sous prétexte que c'était ah oui, tout à une fait. Mm. amplification du problème. Donc, quand je parlais de contexte de généralisation de la censure, c'était plutôt que je vois plusieurs pays qui sont en train de poser des lois pour interdire aux citoyens de partager certains contenus, alors que c'est du contenu informatif, hein. Par exemple, s'il y a une Mm. émeute, je Bien préfère sûr. prévenir ma famille de ne pas aller dans un quartier. Mm. Mais on peut se prendre des amendes Oui, pour ces ça va plus loin. raisons-là. Oui, Donc, oui. la définition de l'information, qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui est du contenu haineux, c'est quelque chose de très flou et c'est ça qui m'inquiète le plus actuellement. Oui, contenu haineux, je rappelle, hein, c'était un des éléments qu'avait retenu Thierry Breton pour son fameux Digital Service Act. Thierry Breton, justement, qui a démissionné. Je voulais vous demander votre avis là-dessus, Maître Libeskine, mais vous souhaitiez d'abord réagir à ce que disait Momochi. Ouais, je crois qu'elle a parfaitement raison. Enfin, il y a quand même une tendance des États à réglementer tout l'accès aux services numériques. En France, on a la loi du 21 mai 2024 qui rentre en vigueur et sur un plan européen, on a un règlement européen d'octobre 2022 qui est également rentré en vigueur il y a quelques mois. Donc il y a quand même une tendance des États à essayer d'avoir la main mise sur tous ces réseaux de communication. Donc je ne pense pas que ça inaugure quand même le renforcement d'une liberté d'expression à Hmm. venir. Je Oui, pense qu'ils essayent de récupérer tous ces réseaux, quoi, oui, oui. qui Bah, leur ont ça, échappé un petit peu on, on- quand ces réseaux sont nés. on a vu d'ailleurs les grandes annonces de Thierry Breton à ce Ouais. sujet à l'époque. Et d'ailleurs, que Ouais. pensez-vous de cette... Bah écoutez, moi je m'en tiendrai au propos de la directrice générale de X, hein, qui a dit que c'était une bonne nouvelle pour la liberté d'expression. Oui, vous Mais croyez? bon, Thierry Breton va être remplacé, Bah oui. donc quoi qu'il arrive, je pense que des temps à venir sont difficiles, hein, pour la Oui. liberté d'expression, que la Commission européenne va encore proposer en fin de compte une directive pour réglementer tout ça, parce que, comme le disait notre interlocutrice, il y a beaucoup de subjectivité. Hmm. C'est quoi un contenu haineux, etc. Hmm. Donc, Oui. c'est très compliqué, quoi. Momochi, pour conclure, vous parliez tout à l'heure de la difficulté aussi, de ces plateformes qui pourraient elles-mêmes être prises en étau finalement, avec, en acceptant peu à peu de céder sur certains éléments et que finalement elles-mêmes orienteraient énormément la pensée, puisqu'on est très vite orienté par ce qu'on lit, et surtout sur des plateformes puisqu'on a un biais. Mais je voulais vous demander justement, vous avez parlé de la disparition de certains éléments sur Internet. Est-ce que ça fait partie de ces éléments de contrôle? Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. J'avais fait une vidéo récemment. On voit que les contenus qui existaient sur Internet il y a 10, 20 ans et plus sont de moins en moins accessibles. Alors vous me direz, c'est peut-être simplement parce que les sites Une n'existent plus surcharge? et que Oui. ouais, peut-être que voilà, plus personne n'a envie de les maintenir, mais si vous faites une petite recherche sur Google, enfin si vous allez sur Wikipédia, vous regardez tout en bas de page sur des sujets d'il y a 10, 15 ans, prenez un film, n'importe lequel, allez voir les références en bas de page, la plupart des liens n'existent plus. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que Google est en train de réduire en fait
contenu disponible sur un sujet et va mettre en fait en avant toujours les sujets les plus officiels, les plus acceptés selon les directives gouvernementales. D'ailleurs, le World Economic Forum en parlait d'ailleurs, qui travaillait main dans la main avec Google pour pouvoir contrôler les contenus. Mais quand vous regardez du coup, et comme Google limite ses résultats à environ peut-être 400, 500 par page, même si vous dit qu'il y en a des millions, vous allez avoir en fait un condensé de pensée unique sur à peu près tout sujet que vous cherchez. Voilà, j'ai une petite vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir sur ma chaîne YouTube. Rappelez-nous Ça le s'appelle La nom peut-être. disparition. Ouais. Oui, ça s'appelle La disparition d'Internet. D'accord, en effet, ça a fait grand bruit. En tout cas, merci à tous les deux. On voit que la guerre ne fait que commencer. Et vraiment, je vous appelle à étudier ces 3 dates. 27 août, les aveux de Mark Zuckerberg sous la pression du camp démocrate et puis peut-être même du FBI. Le patron Telegram arrêté le 24 août et le 30 août, Elon Musk a vu sa plateforme interdite au Brésil. C'est quand même intéressant quand on relit les points justement. Merci beaucoup à tous les deux. Maître Libeskine, avocat au barreau de Paris, médiateur judiciaire auprès des cours d'appel de Paris de Versailles, responsable, animateur dans le média QG qu'on aime beaucoup. Momochi, je rappelle, ingénieur en électronique et puis fondatrice de la chaîne YouTube qui porte votre surnom Momochi, sur laquelle vous présentez des analyses sur l'intelligence artificielle, la tech et les médias. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous.